C'est un travail qui a été conduit dans l'un des 83 districts sanitaires que compte le pays, en l'occurrence donc le district sanitaire de Yopougon-Est. Donc, que dire donc du contexte? Vous le savez certainement, les IST donc, font office de parents pauvres parmi toute la panoplie de maladies infectieuses pour lesquelles donc, il y a un grand engouement, il y a beaucoup de financement, mais n'en demeure pas moins que les IST donc, constituent toujours un problème majeur de santé publique. Donc, le professeur Zanou en a longuement parlé. Les estimations donc, les plus récentes donc, de l'OMS indiquent une incidence annuelle donc, des IST curables, essentiellement 4, donc la syphilis, la gonococcie, la chlamydiose et la trichomonose, donc de 357 millions donc, de cas par an. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas en marge donc, de cette situation. Dans notre pays, donc, les IST donc, font office donc, de cause de consultation la plus fréquente, donc parmi les plus fréquentes donc, en milieu adulte, et l'incidence donc, des IST en nette progression depuis un certain moment. Juste pour illustrer donc, ce que je viens de dire, en 2015, donc, on avait une incidence de 21 cas pour 1000. En 2016, donc, on est passé à 25 cas pour 1000. Donc, ça a été également dit par le professeur Zanou, dans le cadre donc, de la riposte par rapport donc, à ces IST. La Côte d'Ivoire également, à l'instar de nombreux pays donc, du Sud, a opté donc, pour l'approche syndromique et cela donc, sur recommandation de l'OMS. Donc, en Côte d'Ivoire, 7 syndromes IST ont été donc, arrêtés avec la définition donc, de 11 kits de traitement. Il faut savoir que le choix donc, de l'approche syndromique n'est pas fortuit, il obéit donc, à une certaine logique. En tant que pays du Sud, nous avons d'énormes donc, difficultés financières. Il n'est pas évident pour nous d'avoir les moyens donc, pour pouvoir en fait, développer un réseau de laboratoires à même donc, de pouvoir faire le diagnostic étiologique. Pas évident également d'avoir en fait, du personnel qualifié donc, en termes de biologie. Donc l'approche syndromique pour nous apparaissait comme la meilleure option donc, pour permettre donc, une prise en charge qui est simple, une prise en charge qui est peu onéreuse, une prise en charge qui peut être déroulée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire parce que ne nécessitant pas donc, un personnel de santé forcément à compétence médicale. Autre élément, cette approche syndromique donc, a l'avantage de pouvoir introduire au cours des consultations donc, des aspects donc, de prévention, de promotion de la santé, avec notamment donc, la promotion de l'usage du préservatif. Quel est l'intérêt du sujet? Venons-en en fait. Donc, nous sommes dans un contexte mondial d'élimination de l'infection à VIH-Sida en 2030. Et il est prouvé donc, depuis les travaux de Mwanza en Tanzanie que le contrôle donc, des IST à travers une prise en charge précoce contribue donc, à la réduction de l'expansion du VIH. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons adhéré à cette initiative d'élimination de l'infection à VIH. Il était donc important que nous, en tant qu'acteurs de la thématique, nous puissions apporter notre contribution donc, à l'atteinte de cette initiative. D'où donc la conduite de cette étude qui avait des objectifs doubles. Donc, dans un premier temps, c'était d'évaluer le respect des directives nationales de prise en charge. J'en parlais tantôt. Bonne approche syndromique équivaut donc à une bonne prise en charge, correcte. Bonne prise en charge correcte équivaut donc à une maîtrise de l'expansion de l'infection à VIH-Sida. Secondairement, il s'agissait donc de décrire l'évolution clinique des patients souffrant d'IST et à bénéficier donc du protocole national de prise en charge. Quelle est la méthodologie que nous avons utilisée? Donc, nous avons opté pour une étude de type transversal qui a été conduite sur 12 mois, de janvier à décembre 2015, dans 12 structures sanitaires du district sanitaire, 12 structures de santé du district sanitaire de Yopougon, parmi lesquelles 2 structures qui sont exclusivement dédiées à la prise en charge des populations clés. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons la particularité d'adresser avec une certaine attention à la question des populations clés, ce qui a fait que nous avons un certain nombre de structures, essentiellement communautaires, qui s'occupent de ces populations. Et il y a Espace Confiance qui fait office au niveau national d'égérie, mais également de la sous-région sur ces questions-là. Donc nous avons pu enrôler dans notre étude 388 sujets sur la base d'un échantillonnage stratifié. Donc, sur les différents sites, les sujets ont été sélectionnés à partir d'un pas de sondage. Les informations que nous avons collectées, nous les avons collectées dans les dossiers médicaux pour certains, dans les registres de consultation pour d'autres, lesquelles informations ont été traitées avec EpiInfo.
Les résultats, quels étaient les résultats que nous avons obtenus? D'abord, au plan socio-démographique. Il faut dire que la majorité donc, des enquêtés étaient de sexe féminin, donc 74%. L'âge était variable avec des extrêmes 15-58 ans, mais la moyenne était de 27 ans. Donc, les élèves et étudiants étaient les plus à risque, 23%. Ils dévançaient donc largement les travailleurs d'ICES, qu'ils soient hommes ou femmes, qui étaient donc de l'ordre de 9%. Au plan clinique, on avait évoqué donc 7 syndromes, mais sur le plan clinique, dans notre travail, les syndromes donc, qui revenaient donc, par ordre de fréquence, c'était les écoulements vaginaux, donc à hauteur de 52%, les douleurs abdominales basses, donc à hauteur de 30%, et les écoulements urétraux à hauteur donc, de 14%. Au niveau thérapeutique, le premier conseil était qu'on avait une disponibilité, un usage des kits IST donc, dans 22% des cas, dans les sites donc, dédiés aux populations clés, et une absence donc des kits dans les structures de santé ordinaires. Juste ici, en fait, je vais essayer de mieux expliquer. Les kits IST dans notre politique font partie donc de ce que nous appelons les médicaments essentiels, donc qui sont censés être disponibles au niveau de la pharmacie de la santé publique. Et ce sont des médicaments qui sont recouvrés, donc qui sont en fait vendus, et donc sur la base donc, des rentrées d'argent, la nouvelle pharmacie de la santé publique reconditionne donc encore ces kits. Mais pour le cas d'espèce, donc pour les populations clés, les kits sont mis à disposition donc, par les partenaires au niveau donc, des sites dédiés qui, à leur tour, donc, remettent gracieusement donc, ces kits à toutes les populations clés donc, qui sont en situation d'IST. Autre constat, c'est qu'on avait une conformité des prescriptions dans 70% des cas au niveau des sites dédiés. Et c'était vraiment en fait le jour et la nuit, quand on comparait avec les sites ordinaires, on avait seulement 1,3% des cas. Il y a cette possibilité, lorsque même les kits ne sont pas disponibles, de les reconstituer sur ordonnance. Donc la composition des kits, elle est bien connue donc, par l'ensemble des prestataires à qui donc, des aides mémoire ont été distribuées au niveau du pays. Donc, ils ont cette possibilité de les reconstituer. Dans nos directives également nationales, il est prévu, il est indiqué que tout patient donc, qui souffre d'IST doit en fait se voir proposer le test de dépistage. Donc, c'est vraiment en fait la dernière étape donc, d'une consultation. Malheureusement, le conseil ici était que 24% des patients que nous avons, des patients en fait IST, avait eu une proposition de test donc, dans nos travaux. Autre élément, la prise en charge des partenaires sexuels. Les IST ne se contractent pas seuls, il y a forcément des partenaires sexuels, donc indiquer également qu'il faille prendre en charge les partenaires sexuels. Malheureusement, ce n'était pas le cas, seulement dans 1,5% des cas que la prise en charge, la recherche des partenaires sexuels était effectuée. Par rapport donc à l'évolution du traitement, 32,1% de succès observé avec les kits IST après la première visite de contrôle. Les kits URET-P et Servi, donc qui est en commun la ciprofloxacine, avaient des taux d'échec après traitement de première intention de plus de 70%. Donc pour rejoindre le premier intervenant, Charles, pour dire que le constat, en fait, il a été d'abord clinique avant d'être matérialisé sur le plan donc, en fait, biologique. Donc, en conclusion, juste dire que la prise en charge des IST par l'approche syndromique donc, reste préoccupante dans notre contexte pour plusieurs raisons. D'abord, l'indisponibilité donc, des kits IST et l'incapacité donc, de bon nombre donc, de prestataires à pouvoir respecter les directives nationales. Et le taux donc important d'échec thérapeutique pose la problématique donc, de la résistance des germes aux antibiotiques utilisés actuellement, mais également la contribution donc, du contrôle des IST dans la stratégie de lutte contre l'infection à VIH-Sida. Donc, dans un souci d'intérêt public, il y a une nécessité donc, de mener une réflexion profonde sur la question donc, de l'approche syndromique en vue donc, du bien-être de nos patients. Je voudrais donc terminer mes propos par un mot de remerciement déjà à l'endroit du comité de sélection d'Afravi qui m'a donné l'occasion de présenter mon modeste travail donc, à ce parterre de sachants que vous êtes. Remercier également donc, toutes ces personnes ici présentes qui ont
d'une manière ou d'une autre, contribuer donc à l'élaboration du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'avais une question sur le contenu de ces kits. Donc, il y a la ciprofloxacine, mais à quelle dose et sur quelle durée? C'est une dose unique? C'est quoi? Ou il y a d'autres antibiotiques? Ok. Donc, au niveau du kit Urette P, c'est un traitement donc, qui est indiqué dans le cadre donc, des écoulements urétrales et qui vise donc, dans un premier temps à traiter la ciprofloxacine et à initier donc, le traitement des mycoplasmes. Donc, il est composé donc, d'un comprimé. Il était composé d'un comprimé de 500 mg de ciprofloxacine et de 14 comprimés donc d'oxycycline dosé à 100 mg. Mais ça, c'est vraiment l'ancien algorithme. Puisqu'en 2016, sur la base donc, de l'évaluation qui a été conduite par l'Institut Pasteur au niveau national, il a été mis en évidence donc, une résistance à la ciprofloxacine de l'ordre de 80%. Donc, qui a permis, donc, qui a débouché donc, sur une révision donc, de l'algorithme de traitement des IST qui a positionné donc, en première intention la ceftriaxone à hauteur donc, de 500 mg en injectable et puis pour initier également donc, le traitement des mycoplasmes, l'azithromycine. Donc, on a opté donc pour l'azithromycine en raison donc de l'intolérance que les patients avaient avec l'utilisation de la cycline, donc notamment les effets secondaires d'ordre digestif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez une explication sur l'absence de proposition de test VIH quand il y a une IST? C'est quand même 24%. Auquel on propose un test VIH. Quelle est l'explication à cette absence de proposition de test VIH? J'avoue que ça, c'est vraiment en fait des hypothèses. C'est vraiment des hypothèses. Déjà, dans notre approche, on a ce que nous appelons le CDIP, qui est censé, au-delà donc, des ISC, pouvoir fournir donc, le test de dépistage donc, à tout patient qui vient en consultation, dans l'optique donc, de pouvoir donc, atteindre le premier 90. Là encore, ça bute. Donc, c'est vraiment certainement, dans un premier temps, en fait, la charge de travail, parce que, figurez-vous, nous sommes dans certaines situations, des patients, en fait, des prestataires de santé ont plus de 60 malades par jour, donc c'est vraiment difficile de pouvoir gérer tous ces aspects-là. Ce n'est pas forcément la seule explication, il peut y avoir quelquefois, en fait, de la négligence, donc certainement il faut en fait faire une recherche approfondie pour pouvoir en fait avoir les vraies causes et pouvoir adresser la question de façon correcte. Parce que ce qu'on voit, ce que vous avez montré, c'est que quand c'est les HSH ou les travailleurs du sexe, c'est dans 98% que c'est proposé, et pour les autres, c'est 1%. Ce qui fait que ça fait 24% au total, mais on a l'impression que c'est vraiment très systématique pour les HSH et les travailleurs du sexe, ce qui est très bien. Et pour les autres, c'est 1%, quoi. Ok, je vais essayer encore d'être un peu plus clair. En fait, dans notre contexte, les cliniques qui sont dédiées donc, aux professionnels du sexe font l'objet donc d'un accompagnement de la part donc, des partenaires. Donc, il y a cet accompagnement qui est vraiment en fait très rapproché, contrairement donc aux structures ordinaires pour lesquelles en fait la prise en charge n'est pas vraiment une priorité pour les partenaires qui accompagnent donc dans le cadre de l'infection à VIH/SIDA. Donc, dans les structures ordinaires, la prise en charge VIH ne bénéficie pas en fait de cet accompagnement qui est en fait fait dans le cadre des structures dédiées. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'invite maintenant Nana Bamba, épouse Fofana, à nous parler du diagnostic visuel et traitement par cryothérapie des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez les travailleuses du sexe vivant avec le VIH, et donc l'expérience de la clinique de confiance à Abidjan. Merci. Merci. Après ces grands orateurs, je pense que ça sera un peu difficile, mais on va essayer de tenir. Bon, je vais... Comment enlever...